Cet après-midi, je vous raconte la crise majeure qui a suivi le krach boursier le plus célèbre, le jeudi noir qui a secoué les États-Unis avant, en suivant, de plonger le monde tout entier dans la Grande Dépression, ou la véritable histoire de la crise de 1929. Y a-t-il eu des signes annonciateurs ? La crise, amorcée en 1929, était-elle la première illustration historique d'un village mondialisé et interdépendant ? Le krach boursier de 1929 a-t-il conduit à la Seconde Guerre mondiale ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le jeudi 24 octobre 1929 à New York, aux États-Unis. Il fait un temps radieux. Un soleil d'été indien inonde l'angle de Broad Street et de Wall Street, éclairant le tympan triangulaire et les 6 colonnes corinthiennes qui soutiennent le fronton de la New York Stock Exchange, la première place boursière du monde, et qui s'apprête ce matin-là à ouvrir ses portes. Seule ombre au tableau, une chute imprévue des cours a été remarquée la veille et la bourse a fermé dans une frénésie inhabituelle. Mais ce n'est rien à côté de ce qui va suivre. En ce jeudi matin, dès l'ouverture des marchés, l'effondrement reprend son cours et de plus belle. Les traders se bousculent devant les rambardes de bois qui entourent les postes de cotation et bradent leurs actions en chute libre. Sous les voûtes de la galerie résonnent des cris tonitruants. « Sell, sell, vendez, vendez !» Le krach est imminent. Certains se tiennent là, immobiles, livides, les yeux rivés sur les téléscripteurs qui ne cessent de cracher de longs serpentins d'indices boursiers chaotiques. Certains coursiers perdent connaissance. Personne n'a jamais vu ça. Dehors, une foule d'épargnants désemparés tente de forcer les portes du bâtiment. Des heurts éclatent avec la police qui en bloque l'accès. Un vent de panique collective souffle sur Wall Street où un attroupement spontané grossit à vue d'œil. Des hommes à chapeau gris en costume sombre, taillés sur mesure, des femmes en manteau de fourrure achetés à crédit, tous ont les yeux braqués vers ce curieux temple grec égaré au milieu d'une forêt de buildings où est en train de s'évaporer leur capitale. À 13h, 5 grands banquiers new-yorkais se réunissent en catastrophe au siège voisin de la banque Morgan. Après 20 minutes de discussion seulement, leurs agents de change sortent d'un pas rapide et jouent des coudes parmi la foule jusqu'au cœur de la bourse et achètent en masse des titres invendus dans l'espoir de colmater la brèche. Le vice-président de la New York Stock Exchange, en personne, s'approche du poste de cotation de la Corporation américaine pour l'acier et crie d'un ton décidé « J'achète 25 000 parts à 205 ». Le calme revient, du moins en apparence. Ce jour ensoleillé d'octobre 1929 que l'histoire retiendra sous le nom de Jeudi Noir n'est que la première chute de pierre. Elle va déclencher une cascade de catastrophes dont personne ne soupçonne encore des conséquences dans une Amérique qui vivait pourtant là, son âge d'or, devenant l'une des dates les plus tristement célèbres du XXe siècle. En 1920, dans une Amérique largement épargnée par les affres de la Première Guerre mondiale, les années folles s'écoulent dans la joie, au rythme effréné du jazz et au rythme encore plus effréné de la croissance industrielle qui frise l'insolence. Le pays vit un véritable boom économique, mais il a mis sur pied une machine infernale dont le carburant essentiel est la spéculation boursière à laquelle participe une part très importante de la société américaine. Une sorte de fièvre a touché de plein fouet l'Amérique, lancée dans une course effrénée à la richesse qui dépasse de loin la ruée vers l'or du siècle précédent, sans que nul n'ait besoin de sortir de chez soi. La société américaine se prend de passion pour le monde des affaires, autrefois réservé à l'élite. Dans son taxi jaune, le chauffeur new-yorkais tend l'oreille et écoute discrètement la conversation des patrons qu'il transporte afin de savoir où placer son argent. Dans un salon de beauté de San Francisco, une mère de famille assise sous son casque de coiffure observe du coin de l'œil l'évolution des indices en temps réel de la bourse de New York. On trouve des téléscripteurs absolument partout, dans les bars, dans les trains, et chaque petite bourgade du Kansas, du Wisconsin ou de Kentucky possède son agence de courtier câblée avec Wall Street. Le dicton en vogue est que l'on peut s'enrichir, même en dormant. Au pays de l'oncle Sam, la fortune semble à portée de chacun. Quantité de success stories voient le jour, comparables à celles d'un Great Gatsby dans le célèbre roman de Fitzgerald. Mais ces années-là voient surtout l'émergence d'une classe moyenne qui accède du bout des doigts à ce rêve américain, alors en pleine construction.
Grâce à la confiance générale et aux crédits alloués en masse, une génération de ménages peut désormais s'offrir non seulement une maison, mais aussi une voiture, un réfrigérateur, un lave-linge, un appareil photo, des produits de pointe pour l'époque manufacturés par des géants comme Ford, General Motors, General Electric ou Kodak. Autant de firmes qui font leur chou gras en invitant l'Amérique à investir sur eux et à participer à la grande fête collective. Mais cette orgie n'est qu'illusion. Toute cette richesse n'est pas le reflet d'une prospérité économique tangible, mais celui d'une bulle spéculative déconnectée de la valeur réelle des entreprises. En d'autres termes, l'Amérique est en train de danser sur un volcan et la fête se termine. Dans la soirée du jeudi noir, ce jeudi 24 octobre 1929, dans les banlieues pavillonnaires, d'honnêtes pères de famille apprennent la nouvelle sur leur poste de radio flambant neuf, acheté à crédit tout comme leur maison. En sortant de chez eux, ils remarquent au visage de leurs voisins qu'ils ne sont pas les seuls à être inquiets. Tout un pays vit une sorte de réveil collectif, terriblement brutal. Le soir même, à New York, un certain Winston Churchill, député conservateur britannique tout juste débarqué en Amérique pour un voyage privé, sonne à la porte d'un ami qui l'a convié à un dîner, en compagnie d'hommes d'affaires. Une fois dans le salon, le quinquagénaire anglais s'avance et salue les convives avec ironie. « Ah, mes chers amis, d'anciens millionnaires !» Un peu plus tôt dans la journée, sa curiosité l'a poussé jusqu'au quartier des affaires. Il a été hypnotisé par le spectacle de ces agents de change effarés, errant comme des somnambules sur Wall Street dans un brouhaha confus. Le lendemain matin, le vendredi 25 octobre, alors que New York se réveille encore groggy, les bourses européennes comme celles du monde entier sont percutées de plein fouet. À Londres, au cœur de la City, place de la Bourse, à Paris, les scènes de panique new-yorkaise du jeudi se répètent à l'identique. Depuis la fenêtre de sa chambre à l'hôtel Savoy, Churchill observe la 5e avenue et, comme chaque matin, sirote un petit scotch coupé à l'eau gazeuse. En pleine prohibition, il a apporté son whisky écossais en catimini dans sa bouillotte de voyage. Soudain, une silhouette passe devant ses yeux, pas dans la rue, non, devant sa fenêtre. Un homme vient de se défenestrer du 15e étage. Partout en ville, des rumeurs exagérées circulent. Des dizaines de traders ou de petits actionnaires ruinés auraient fait le saut de l'ange depuis le sommet des gratte-ciel. Une légende urbaine prétend même que le directeur du Ritz de New York exige le règlement des chambres à l'avance avant de demander à ses clients pour dormir ou pour sauter par la fenêtre. Le lundi suivant, les cours s'effondrent de nouveau avant de décrocher complètement le lendemain, au matin du 29 octobre 1929. Un mardi noir dont témoigne ainsi le Wall Street Journal. À l'intérieur de la bourse, c'est comme une gare au moment des grands départs, un Niagara de liquidation. Hommes et femmes se bousculent pour essayer de comprendre ce qu'il se passe, perdus devant ces chiffres et ces lettres incompréhensibles pour un profane, mais qui signifient la ruine. Sur le sol, des ordres de bourse froissés par milliers comme des douilles de balles sur un champ de bataille. Pendant des semaines, une foule de badauds se forme sans discontinuer sur Wall Street, où plus aucune voiture ne parvient à circuler. Une foule incrédule, de 10 000 New-Yorkais plantés sur le bitume, partagent leur angoisse collective dans le bourdonnement d'une seule et même rumeur. Parmi eux, un jeune businessman ruiné brade sa Cadillac blanche auprès du premier venu avec cet écriteau « 100 $ cash, j'ai tout perdu à la bourse ». Derrière ce petit écriteau, c'est l'amorce d'une grave crise qui, par son ampleur, s'apprête à prendre les sociétés de vitesse et qui, pour quantité de destin, marque le début d'une longue descente aux enfers. L'économie est une chose aussi complexe que fragile. En quelque sorte, elle est un peu le reflet de nos vies. Après l'éclatement d'une bulle fictive à l'automne 1929, l'engrenage se met en branle, impactant le destin de millions de vies humaines. Les banques font faillite, provoquant la ruine de leurs clients. Les entreprises licencient en masse leurs salariés. Un tourbillon se forme et s'apprête à aspirer toute une part de l'Amérique, à commencer par cette génération enrichie, cette classe moyenne en plein essor qui avait cru à ce rêve américain qui est en train de virer au cauchemar éveillé. Au cours de l'année 1930, ils sont des millions à perdre leur épargne, leur emploi, leur logement. Le pays est à l'arrêt. Partout, la vie s'éteint. Dans les rues, des chaises, des tables, des guéridons apparaissent sur les trottoirs. Les meubles de ceux qui, incapables de payer leur loyer, sont expulsés. Les voisins assistent impuissants au spectacle de ces mères de famille honteuses d'exposer leur misère inusitée aux yeux de tous.
À New York, des familles entières dorment dans le métro ou s'installent dans les grosses artificielles du vers Central Park. Des campements de fortune se forment spontanément sur les pelouses. Ailleurs en ville, les bancs qui longent l'East River sont devenus des lits pour sans-abri. Le jour, ils sont occupés par des chômeurs désœuvrés en costume ou en bleu de travail qui ont préféré s'habiller et sortir de chez eux par hygiène de vie ou bien pour cacher leur situation véritable à leurs proches. Certains imaginent de petits gars de misère comme cet ancien cafetier qui vend désormais des cravates à la sauvette dans les rues et qui se cache en apercevant de loin son fils sur le chemin de l'école. Un autre New-Yorkais fait les 100 pas sur un trottoir avec cet écriteau autour du cou, sans emploi, accepte tout travail. S'il a de la chance, un boutiquier lui demandera peut-être de nettoyer la vitrine de son magasin, mais la plupart ont mis la clé sous la porte. Dans des quartiers entiers, les rideaux de fer des commerces baissent les uns après les autres, comme de tristes vacances qui s'achèvent. Des bidonvilles naissent un peu partout dans le pays, abritant les familles nombreuses de cette Amérique qui se levait tôt et consommait avec fierté et foi en l'avenir. Désormais, les têtes blondes, au lieu de courir sur le carré de gazon de leur maison d'autrefois, jouent à l'avant d'une cahute faite de planches glanées çà et là, clouées les unes aux autres, puis recouvertes d'une plaque de tôle ondulée en guise de nouveau toit. Les anciennes mères au foyer ont placardé des enseignes à l'entrée de ces cabanes et proposent lessive ou repassage en échange de quelques cents. Leurs maris, anciens portiers, concierges, cuisiniers, peintres en bâtiment, épiciers ou petits bourgeois du secteur tertiaire, n'hésitent plus à mendier, à fouiller les poubelles ou à se glisser dans les fils des soupes populaires pour obtenir un gobelet de potage ou un morceau de pain. La pauvreté est de plus en plus visible sur les corps de ces anciens cols blancs, aux vêtements usés, aux visages cireux. Les dimanches, devant les églises des quartiers irlandais de Boston ou de Chicago, les prêtres catholiques distribuent, au creux de centaines de mains anonymes, des quarters argentés, ces pièces de 25 cents qui semblent avoir remplacé les hosties. Un à un, les hommes de la file honteux de cette aumône, le regard fuyant, font mine de soulever leur chapeau avant de se volatiliser dans les rues. Le temps lui-même se transforme dans ce climat de survie. Les journées se ressemblent, mais pourtant les mois passent et les années s'écoulent au gré d'interminables saisons. 1930, 1931 et bientôt 1932. La misère, partie des villes, se diffuse dans les campagnes américaines et le roman de Steinbeck, Les raisins de la colère, n'a pas grand-chose d'une fiction. En effet, d'innombrables petits paysans endettés quittent leurs terres du Midwest et s'en vont à cheval sur les routes, transportant toute leur vie sur une charrette. Ils partent vers le Pacifique, comme ces colons américains d'autrefois, l'optimisme en moins. Ils espèrent trouver un emploi dans les vergers de Californie, mais les États de la côte ouest, submergés par la crise, eux aussi, bloquent tout accès à ces migrants, devenus des étrangers dans leur propre pays. Un peu partout dans les dancings d'Amérique, on assiste à des bals d'un nouveau genre. Le public observe des couples fantomatiques entrelacés, dansant sans le moindre plaisir pendant des heures, pendant des jours, pendant des nuits, jusqu'à l'épuisement. La règle de ces marathons de la danse est aussi simple que cruelle. Le dernier couple à ne pas s'écrouler de fatigue remporte les $500 de la mise. Pour oublier leur propre misère, les spectateurs présents se délèguent du spectacle de ces rondes de danseurs en détresse. Ici, une jeune fille soutenant son compagnon au bord de l'évanouissement, et là une femme ayant perdu connaissance et que son mari continue de faire danser comme un pantin désarticulé. Ces slows morbides ont remplacé les Charlestons endiablés des années folles. La Grande Dépression ne désigne pas seulement l'état économique du pays, mais aussi son état d'esprit. La joie et l'enrichissement démesuré de la décennie passée a fait place à une incommensurable tristesse. Partie d'Amérique, la voilà qui se propage désormais à travers le monde comme un poison lent, sinon mortel. Dès l'année 1930, en effet, c'est toute la planète qui est frappée. En 2 ans, à l'exception de l'URSS isolée dans sa tragédie propre, la crise s'installe dans le monde entier et participe à l'émergence d'un climat délétère. Une nouvelle bulle est en train de gonfler, une bulle de ressentiment planétaire, accumulant jour après jour son lot d'amertume, avec en perspective un point de non-retour dans l'histoire du monde que nul ne peut encore imaginer. En 1932, dans une Amérique alors plongée au plus profond de la crise, plus de 13 millions de chômeurs sont à déplorer et 2 millions de sans-abri. Pour redonner en vain la confiance au milieu financier à la dérive, le président Herbert Hoover fait un choix dévastateur.
celui de rapatrier les capitaux américains investis en Europe, quitte à aggraver la crise outre-Atlantique. La même année, à Paris, en périphérie du 14e arrondissement, au niveau de l'actuelle cité universitaire, un gigantesque bidonville sort de terre. Sans emploi, leurs habitants, comme au XIXe siècle, s'improvisent chiffonniers et partent à la recherche de matériaux à revendre avec une carriole ou un panier sur le dos. Au cours de la journée, ils sont en concurrence avec d'autres indigents des nombreux bidonvilles qui encerclent Paris et que l'on surnomme la zone, décrite par Louis-Ferdinand Céline, l'un des nombreux fils de la crise et du ressentiment qui en découle dans son voyage au bout de la nuit. Cette espèce de village qui n'arrive jamais à se dégager tout à fait de la boue, coincé dans les ordures et bordé de sentiers où les petites filles trop éveillées et morveuses, le long des palissades, fuient l'école pour attraper d'un satyre à l'autre 20 sous, des frites et la blémnorragie. Partout en Europe fleurissent les démagogues et les cyniques, les discours xénophobes et antidémocrates. En Amérique latine, les paysans brésiliens ou argentins ruinés par la crise du commerce international se rapprochent des favelas et des villas miserias à l'orée des grandes villes. Le mécontentement populaire crée un climat propice à l'instabilité politique. À Cuba, dont l'économie sucrière est anéantie, le sergent Fulgencio Batista s'apprête à prendre le pouvoir par la force. Partout, les coups d'État populistes s'enchaînent. Le Japon, très durement touché par la crise, connaît une grave dérive nationaliste dès l'année 1931. Le 18 septembre, à Mukden, en Mandchourie chinoise, le général nippon Kanji Ishiwara active le complot qu'il fomente depuis des mois en faisant exploser une bombe sur une voie ferrée construite par son propre pays. Ce faux attentat lui sert de prétexte pour accuser la Chine et activer son fulgurant plan de conquête impérialiste. Cet événement, qui semble si lointain, est la toute première étincelle de la guerre mondiale à venir. D'après la métaphore célèbre illustrant la théorie du chaos, le battement d'ailes d'un papillon envolé de New York 2 ans plus tôt entraîne une réaction en chaîne aux effets dévastateurs. Mais c'est en Allemagne que tout se joue et que se noue le cœur du drame. En 1932, Berlin n'est plus que l'ombre d'elle-même et n'a plus rien à voir avec cette ville lumière qui, 3 ans auparavant, rayonnait d'une joie retrouvée, se targuant d'être la capitale la plus moderne et la plus exubérante d'Europe. Comme à New York, ses avenues scintillantes d'électricité menaient toujours vers la fête. La dépression s'est invitée très tôt dans le pays, dès décembre 1930. Les grandes villes, durement atteintes par le chômage de masse et la chute de leur production industrielle, ont vu l'apparition de mendiants ou d'étudiants sans le sou, venus grossir les files au coin des rues dans l'attente d'une tasse de potage et d'un quartier de pain noir. À elle seule, l'Allemagne semble en Europe un troublant reflet de l'Amérique à un détail près. Parmi les bénévoles qui s'activent dans les nombreuses soupes populaires, certains arborent de curieux uniformes auxquels ont fini par s'habituer les Allemands, tout comme au discours que tiennent ces militants du Parti national-socialiste. Depuis 1930, 107 d'entre eux ont fait leur entrée au Reichstag, où ils siègent dans la même tenue, pantalon noir, bottes noires, chemise brune et croix gammée au bras. Leurs discours vilipendent les soi-disant responsables de cette crise qui a mis au chômage près de 6 millions de salariés allemands. Les coupables sont tous trouvés. Ce sont les juifs, les capitalistes, les marxistes, les démocrates, enfin bref, vous connaissez la chanson. Voilà le genre de petite musique qui à Berlin a remplacé le jazz. Après la fête, le temps est à la gueule de bois, à la nausée aussi. En 1932, le mouvement national-socialiste est devenu le premier parti d'Allemagne. Adolf Hitler, longtemps inconnu, imitateur de cet aventurier de Mussolini que personne ne voulait prendre au sérieux, est désormais aux portes du pouvoir. Il n'a eu qu'à laisser la crise économique œuvrer à sa place, attendant patiemment qu'elle lui déroule le tapis rouge. Lui qui hier encore, en marginal sans travail, vociférait dans la touffeur moite et bruyante des brasseries de Munich lors des rassemblements aux odeurs de bière, a changé de carrure. Il s'apprête à devenir maître de l'Allemagne, puis à plonger le monde dans les heures les plus sombres de son histoire récente. Après avoir touché le fond en 1932, le rebond de l'Amérique est impulsé lors de la campagne présidentielle de la même année où s'illustre le démocrate Franklin Delano Roosevelt. Le 4 mars 1933, jour de son investiture comme président des États-Unis,
L'ex-gouverneur de New York a délaissé sa chaise roulante et fin de marcher, soutenu par son fils et son garde du corps. Porté à bout de bras, ce nouveau président est à l'image de cette Amérique affaiblie dont il reprend les rênes. Il y parvient grâce au New Deal, une série de mesures destinées à redresser l'économie nationale et surtout à relancer l'Amérique, au moral plus que jamais en berne. Le président Roosevelt réussira au prix de lourds efforts et de sérieux échecs à tourner la page de cette période de désespoir. Mais ailleurs dans le monde, la montée aux extrêmes l'emporte. À l'été 1933, à Londres, la conférence économique mondiale réunie afin de trouver une solution internationale à la crise ne mène nulle part. Malgré les efforts des démocraties occidentales fragilisées mais résilientes, la confiance est brisée et les régimes fascistes préfèrent se réfugier dans le nationalisme et l'autarcie. Pour réduire le chômage et relancer l'économie, l'Allemagne a trouvé sa propre solution, relancer l'industrie de guerre et le réarmement avant d'engager l'Europe sur le chemin de la guerre. Déboussolé, déréglé, le monde ne s'est toujours pas remis du choc originel de 1929, l'éclatement de la bulle spéculative qui donne raison au proverbe boursier « Quand Wall Street éternue, le monde entier s'enrhume ». Le krach d'octobre 1929 aura donc été une date charnière, un marchepied, la clé de voûte dressant un point invisible entre 1919 et 1939 et qui relie les deux plus grandes tragédies du siècle passé. Comme l'écrit dans son livre notre invité cet après-midi, l'historien Jean-Yves Le Naour, du fait de la profonde déstabilisation qu'elle engendre, la crise de 1929 est donc l'événement qui rebat les cartes de l'histoire et distribue un nouveau jeu. À l'automne 2008, près de 80 ans après cet événement, une nouvelle bulle spéculative explose et la faillite de la banque Lehman Brothers est la première secousse d'un séisme dont les puissantes répliques font bientôt trembler le monde tout entier. Les similitudes avec 1929 sont plus que troublantes. La crise des subprimes rebat donc à son tour les cartes du XXIe siècle, encore à ses débuts, en organisant un nouvel ordre du monde et en réveillant du même coup tant de discours de haine et de repli sur soi que l'on croyait éteints, là où il n'était qu'endormi. À croire que l'essayiste Gabriel de Broglie n'a pas tout à fait tort quand il écrit que l'histoire certes ne se répète pas, mais que ses rendez-vous par malheur se ressemblent. Europe 1, historiquement vôtre. Jean-Yves Le Naour, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. L'histoire peut-elle se répéter ? Je pose la question à l'historien que vous êtes. Je crois que nous manquons d'imagination quand on pense que l'histoire se répète. Bien sûr, il y a des analogies, il y a des points communs avec les années 30 aujourd'hui, mais il y a aussi des différences. Donc je pense qu'il faut arrêter de calquer le passé sur le présent ou même sur l'avenir. Là, c'est le trou noir. Bien sûr, s'il y avait une crise, alors vous avez parlé de la crise de 2008, la crise des subprimes, il y a quand même une grosse différence. C'est qu'il y a eu l'intervention de la puissance publique à coup de gros endettement, bien sûr, mais on a injecté des centaines de milliards dans l'économie pour éviter que le système ne s'écroule. Et il ne s'est pas écroulé. Et évidemment, s'il y avait une crise mondiale terrible qui entraînerait un chaos, je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Mais ce que je sais, c'est que l'histoire a plus d'imagination que nous. Voilà. Donc, ne plaquons pas des calques. En fait, l'histoire, elle éclaire le passé, mais l'avenir, on est toujours dans le noir. Jean-Yves Le Naour, en 1929, débute la crise qui va, comme vous le dites dans votre ouvrage 1929-1935, la crise, qui paraît chez Perrin, rebattre les cartes de l'histoire. Ce krach boursier est-il l'événement le plus important du siècle, comme l'écrivait l'économiste J.K. Galbraith ? Eh bien, oui et non. Oui, parce que surtout avec les lunettes américaines de cet économiste, oui, dans la mesure où effectivement c'est la crise de 29 qui va conduire directement à la Seconde Guerre mondiale, comme vous l'avez montré excellemment par votre récit, puisque c'est la crise de 29 qui va pousser les impérialistes japonais à se lancer à la conquête de l'Asie et qui va propulser Hitler au pouvoir. Donc incontestablement, la crise de 29 conduit à la Seconde Guerre mondiale. Mais non, dans la mesure où la crise de 29 est aussi un enfant de la Première Guerre mondiale, un enfant de l'enrichissement absolument spectaculaire et extrêmement rapide des États-Unis à la faveur de la guerre, puisqu'en 1914, il faut quand même rappeler que c'était l'Europe le banquier du monde. Mais l'Europe s'est suicidée et l'Europe s'est ruinée à la faveur de la guerre. Et les États-Unis sont devenus indépendants et richissimes de façon presque artificielle, très rapidement. Ils le seraient devenus, mais là très rapidement. Et donc c'est 1914 véritablement où la matrice du XXe siècle où tout commence. Et peut-être
peut-être même pourrait-on dire 1917 avec la révélation de la puissance américaine d'un côté et la révolution bolchevique de l'autre, qui va conditionner tout notre XXe siècle, puisque avec le suicide de l'Europe, ces deux grandes puissances vont finir par s'affronter 40 ans durant après la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez, tout est là en germe en 14-17. Reprenons le fil des événements, si vous le voulez bien. Le jeudi 24 octobre 1929, donc le jeudi noir, les cours de la bourse s'effondrent. Quels ont été les signes avant-coureurs de l'effondrement général ? Alors c'est vrai que on dit souvent que le krach boursier du 24 octobre c'est le coup de tonnerre dans le ciel serein. Mais en fait, pas tout à fait. Il y a des signes. Alors évidemment, on est toujours plus malin après l'événement pour repérer les signes. On les voyait pas nécessairement à ce moment-là. On ne veut pas les voir avant. On ne veut pas les voir, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que la croissance américaine, elle commençait à atteindre un palier. Il y avait une croissance qui était vertigineuse dans les années 20. On les appelait d'ailleurs aux États-Unis les Roaring Twenties, les années 20 rugissantes. Donc ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Et puis là, en 29, ça commence à ralentir. Point culminant pour la production automobile en juillet, point culminant pour la production d'acier en août. Et puis ça commence à stagner. Et on voit bien que la bulle spéculative, il y a quand même entre janvier et octobre 29, plus 65% à la bourse. C'était des chiffres en 4 ans, plus 330%. C'est des chiffres absolument hallucinants, qui sont complètement déconnectés de la croissance, qui devient très faible. Et à un moment donné, la confiance commence à basculer. En septembre, donc un mois et demi avant, on commence à voir la bourse qui frémit, qui devient nerveuse, qui stagne. Elle n'est plus en progression constante. Et puis, à partir du 14 octobre, elle baisse. Et quand ça baisse, là, ça commence à faire peur, parce qu'on achète les actions à crédit. On achète tout à crédit. On achète des actions avec 10% seulement de la mise. Et comme il y a 65% par an, 100% par an quasiment, eh ben, quand on rembourse dans un an, on a fait des profits. On a eu de l'argent tout à fait gratuitement. Mais si le système se retourne, il faudra rembourser l'action au prix où on l'a achetée. Et comme elle aura chuté, on aura perdu beaucoup d'argent. Donc tout le monde veut vendre au même moment quand la bourse se met à chuter. Et là, ça commence à partir du 14 octobre à baisser. Et ce qui se passe le 23 octobre, à la veille du krach, c'est que dans la dernière heure, il commence à y avoir une panique. Et tout le monde vend des titres comme ça à la baisse. C'est la fin de la journée. Le lendemain, le problème, c'est qu'il y a la radio. Vous avez parlé des téléscripteurs, mais il y a 12 millions de postes de radio. Tout le monde est informé le soir qu'il y a une panique. Et le lendemain, donc pendant la nuit, tout le monde vend. 5 millions de titres vendus à l'ouverture. Et là, on veut se débarrasser normalement des valeurs qui sont un peu douteuses. Mais en réalité, il y a une baisse qui entraîne absolument tout, et même les valeurs de père de famille. Et là, c'est le chaos. 6 mois avant le krach, le président américain nouvellement élu, Herbert Hoover, déclarait « Je n'ai aucune crainte sur l'avenir de notre pays, il resplendit d'espoir ». Quelle est sa réaction au lendemain du krach ? Il continue à croire dans la possibilité de rebondissement, de rebond de l'Amérique, pardon. Vous savez, il y a cette fameuse expression, la prospérité est au coin de la rue, il faut avoir confiance, etc. Mais c'est un bon libéral, Hoover. Faut le comprendre. Il croit en la main invisible du marché. Donc, il faut rien faire. Il y a eu une orgie spéculative. La bulle est en train de crever. Et il y aura des perdants. Mais le marché va s'assainir tout seul. Il ne faut rien faire. Et la prospérité va vite revenir. Mais il va vite s'apercevoir que ça va pas revenir comme ça, parce qu'en fait, on entre dans une spirale de crise. La chute du crédit entraîne la chute de la production entraîne le chômage de la sous-consommation, la sous-consommation entraîne la chute de la production au chômage, etc. C'est un cycle infernal, et il faut casser ça. Et donc, il finit par intervenir avec notamment des grands travaux. On le dit assez rarement, parce qu'on dit toujours c'est Roosevelt. On dit que le New Deal, c'est Roosevelt, oui, exactement. C'est lui qui a lancé les grands travaux. Oui, c'est ça. Mais Hoover avait commencé déjà. Mais en petit. En fait, il a fait en petit ce que Roosevelt fera avec plus de publicité. Exactement. Il a été très fort, Roosevelt, parce que c'est lui qui va écrire l'histoire en disant mon prédécesseur était nul. Il le qualifiait de Mr. Do Nothing, celui qui ne fait rien, celui qui reste comme ça. Alors qu'en fait, il a tenté de remonter les prix agricoles en achetant les excédents, afin que les prix s'écroulent pas. Il a tenté d'éviter les faillites des banques. Il l'a fait trop tardivement, avec peu d'ampleur. Et puis contraint et forcé en quelque sorte, parce que son idéologie à lui, c'est pas ses convictions. C'est ça. Son logiciel, c'était le libéralisme. Mais est-ce que personne n'a rien vu venir ? Vous, avec le recul, évidemment, Jean-Yves Le Naour, vous nous dites, oui, il y avait des signes avant-coureurs. Il n'y avait pas des Cassandres qui, dans le pays, dans la presse, disaient « Mais attention, cette bulle spéculative va nous emmener vers le chaos ».
Eh bien, si on avait, ils n'étaient pas nombreux et personne ne les écoute. De toute façon, les Cassandre, personne ne l'écoute. Regardez, un économiste comme Keynes, qui est quand même celui qui va révolutionner la pensée économique. Eh ben, il a placé ses économies où ? À New York. Et il va perdre, alors qu'il est britannique, et il va perdre la quasi-totalité de ce qu'il a placé. Winston Churchill, qui est pourtant toujours en train de chercher, vous en avez parlé, là, il est là, incroyable, il est là au moment où l'histoire se produit, à New York, et il est tout le temps en train de chercher de l'argent. Et il a reçu un avaloir pour un livre qui doit une belle somme, hop, il la place à New York quelques jours avant le crack. Mais voilà, on est complètement... Donc personne n'a rien vu venir. Vous voyez une croissance comme ça fabuleuse. Mais il n'y a pas quelqu'un qui dit c'est démesuré vous voyez une augmentation de la bourse alors que la croissance ne suit pas. On sait que ça va éclater. Oui, on le sait, mais il y a une frénésie, et puis on croit en fait que ça durera toujours, que il n'y aura plus jamais de crise. Nous sommes au temps de la prospérité. Le crédit a tout changé aussi. C'est vraiment, on entre dans la société de consommation aux États-Unis. On en est encore loin en Europe, mais il y a vraiment cette idée que nous avons changé d'époque. Nous connaîtrons la prospérité pour toujours, et nous sommes un pays béni des dieux, et on ne veut pas voir des signes avant-coureurs. Alors justement, comment le krach boursier est-il perçu de ce côté-ci de l'Atlantique, en Europe, dans l'immédiat ? Vous écrivez qu'on ne redoute pas la propagation du mal. Non, absolument pas. Quand on regarde la presse en octobre 29, décembre 29, on est vraiment très surpris parce que c'est vraiment ça restera circonscrit aux États-Unis. En fait, ils ont trop fait la fête. Il y avait vraiment trop de spéculation et c'est tant pis pour eux. Mais ça n'arrivera jamais ici. Voilà, nous on a une économie solide, on a une monnaie qui est gagée sur l'or, le bon franc, là, point carré depuis 1928. Non, ça ne peut pas nous arriver. Donc on regarde ça vraiment d'un œil vraiment très 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 distant. Et puis à la limite, c'est terrible. Le matin écrit au lendemain, quelques jours après le crack, il dit la conséquence de ce crack de Wall Street, c'est que on voit les actions du café qui chutent, ce qui fait que notre café à Paris, au comptoir, coûtera moins cher. Ça sera la conséquence. Vous voyez, on est totalement aveugle, on n'a rien compris à la mondialisation des échanges. Jean-Yves Naour, en Europe, juste après le krach de 1929, on ne redoute pas donc la propagation du mal. Pourtant, vous racontez dans votre livre, moins d'un an après, Hitler rassemble 18,2% des voix lors des élections législatives allemandes. En 1928, le parti nazi ne dépassait pas les 2,6%. Faut-il voir dans ces chiffres l'une des premières conséquences politiques de la Grande Dépression ? Sans aucun doute. L'Allemagne a été le pays le plus touché le plus rapidement. Cela pour trois raisons. La première, c'est que les Américains avaient énormément placé de capitaux en Allemagne. Ils avaient sauvé un peu le système financier allemand avec l'hyperinflation en 23. Ils avaient restauré un peu la situation. Puis ils avaient placé une vingtaine de milliards de dollars. Alors évidemment, quand tout s'effondre aux États-Unis, ils rapatrient leurs capitaux brutalement. Et là, donc, c'est des faillites en cascade, une pénurie de crédits en Allemagne. Tout d'un coup, ces crédits reviennent aux États-Unis. La deuxième raison, c'est que l'Allemagne, c'est une nation exportatrice, à la différence de la France, qui exporte assez peu. Et donc, elle est vraiment intégrée dans la mondialisation. Et une des politiques anticrise de Hoover, ça a été le protectionnisme. Il a mis en place un tarif en juin 1930 protectionniste qui taxait à 59% les prix des produits entrants. Tout ça pour protéger le marché intérieur, mais c'est un mauvais calcul parce que tout le monde va se mettre à faire la guerre douanière comme ça, à augmenter ses barrières douanières, à se transformer en citadelle, et les Allemands vont se retrouver avec des stocks qu'ils n'arrivent plus à exporter. Donc là aussi, chute de la production, chômage, etc., etc. Et puis le troisième point, c'est la politique anticrise des Allemands. Le chancelier Brüning va mener une politique de déflation, mais de rigueur, si vous voulez, absolument brutale, à base de baisse de salaire autoritaire et de hausse des impôts. Alors, hausse des impôts et baisse des salaires, c'est pas la façon idéale pour relancer la croissance. On a tué même... il avait un but politique derrière. C'était que l'Allemagne ne paye plus de réparation à la France. Se placer dans une situation de crise pendant un an ou deux de façon telle qu'on ne peut plus payer. Ça a marché, d'ailleurs. Les réparations ont été annulées. La France a accepté ça. Un mot sur les conséquences du krach d'octobre 1929 en France. En 1930, le pays apparaît, écrivez-vous, comme un îlot de prospérité. Mais la situation va pas durer, ça va se détériorer rapidement.
Oui, mais alors ce qui est étrange avec la France, c'est qu'elle voit l'Europe, le monde entrer dans la crise, et puis non, elle continue avec sa petite croissance. C'est étrange, elle ne rentrera finalement dans la crise qu'en septembre 31. Vous voyez, quand même, presque 2 ans après. Oui. Oui, et elle pouvait se croire, donc, en disant, là aussi, il faut être aveugle. Quand vous voyez tout le monde qui rentre en crise, vous dire, moi, je l'aurais pas, c'est quand même très étrange. Mais on a connu ça au temps du Covid, quand on voyait les Italiens qui fermaient leurs frontières, etc., en disant, ça alors, hein. Et puis après, c'était les Anglais qui regardaient les Français en disant, oh là là, l'épidémie en France, c'est terrible. C'est très étrange de croire qu'on sera pas touché. Finalement, la France a été tardivement touchée. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'elle est moins intégrée. C'est un des pays capitalistes les plus riches qui est le moins intégré dans le système mondialisé, parce que c'est un pays de petites entreprises, de moyennes entreprises, avec une structure patronale, familiale, un autofinancement. Donc finalement, c'est son archaïsme. Regardez, une des plus grandes exportations de la France, c'est le blé, c'est les produits agricoles. Et les 3/4 des exploitations agricoles en France font moins de 10 hectares. C'est tout petit. Donc voilà, cette moindre intégration a fait que la France a été touchée plus tardivement, mais il y a une raison pour laquelle elle a été touchée à l'automne 31, c'est que l'Angleterre a dévalué la livre sterling. Et comme beaucoup de pays étaient alignés sur la livre sterling, ils ont dévalué aussi à leur tour pour rester compétitifs. C'est des dévaluations compétitives. Et la France, elle a refusé de dévaluer parce que elle vouait un culte au franc or, Poincaré, qu'on avait mis tellement de temps à restaurer, à l'étalon or après la Première Guerre mondiale, qu'elle a refusé de dévaluer, ce qui fait que ses prix sont devenus, trop cher. 20-25% plus chers que tous les autres. Donc elle n'exportait plus. Et là, boum, la crise arrive. Quel type de décisions les gouvernements prennent-ils pour sortir de cette crise mondiale que l'on va appeler la Grande Dépression? Quelles sont les réponses? Elles sont toutes différentes ou il y a une certaine cohérence dans les décisions prises? Alors il y a quelques cohérences. Malheureusement, c'est un peu la guerre de tous contre tous. On a fait le choix de décisions nationales en essayant de sauver aux dépens de son voisin, de se sauver de son voisin. Protectionnisme. C'est la première réaction. Exactement. Sauf que ça va contracter les échanges de façon mondiale, et donc ça va contribuer à accélérer la crise au lieu de sortir de la crise. Les dévaluations compétitives, c'est aussi une façon moi je vais produire moins cher, j'aurai des prix moins chers, donc je vais exporter aux dépens du voisin. Mais le voisin, il va pas se laisser faire, il va faire une dévaluation compétitive, etc. Donc il y a la guerre monétaire, il y a la guerre douanière. Donc avant la guerre mondiale, par les armes, il y a déjà une guerre économique en quelque sorte. Bon, après il y a d'autres façons. Vous avez parlé de l'autarcie, hein, l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie. Voilà, ils n'importent plus, sauf les produits qui ne produisent absolument pas, comme le pétrole. Hein, mais là, ils essayent d'importer un maximum pour préparer la guerre. Hein. Hitler, c'est son but depuis 1933. Donc oui, il y a l'autarcie, il y a des politiques différentes. Le New Deal, vous voyez, c'est une relance par la demande, par la consommation. On verra ça un petit peu avec le Front populaire également. Voilà, les politiques nationales sont assez différentes. Mais par contre, ce qu'on revoit partout, c'est l'absence de solution collective et la guerre monétaire, la guerre douanière. Vous reprenez l'image du battement d'ailes du papillon pouvant créer des séismes à l'autre bout de la planète. En octobre 1929, Wall Street est l'épicentre d'un séisme dont les répliques vont se sentir des années durant. Avait-on jamais vu dans l'histoire pareille illustration d'un village mondialisé et interdépendant ? Je ne crois pas, on n'avait jamais vu ça. Alors évidemment, aujourd'hui, ça paraît évident. Aujourd'hui, on est à l'ère où il y a une chauve-souris qui mord un cochon ou un pangolin, et puis il y a des millions de morts dans toute la planète, 500 000 morts aux États-Unis, 120 000 morts en France, ou quelque chose comme ça. Donc ça nous paraît évident, mais à l'époque, non. À l'époque, on n'a pas vu cela. Vous voyez, l'idée qu'on peut se sauver soit tout seul par des barrières douanières, par exemple, ça montre qu'on n'imaginait pas à quel point les économies étaient interdépendantes. Alors, comme solution, vous voyez, pour faire remonter les prix, on brûle le café. Vous avez parlé tout à l'heure des oranges, de la Californie. On va jeter les oranges et pour que personne ne vienne dans les décharges pour des oranges, on jette du pétrole dessus. On tue des dizaines de milliers de porcelets aux États-Unis pour faire remonter le cours, alors que les gens ont faim. Oui, c'est une contradiction. On manque de tout, on a faim et on détruit des productions pour faire remonter les prix. C'est une véritable folie du système économique. À partir de 1929, Jean-Yves Le Naour, l'après-guerre se transforme en avant-guerre. Quelle est la plus criante des illustrations ? La plus criante des illustrations, c'est la course aux armements. La course aux armements qui revient. Alors, au départ, l'Allemagne est la seule à courir,
parce que Hitler est assez malin. Il arrive au pouvoir en disant mais moi je suis un homme de paix, je suis un ancien combattant, je sais ce que c'est que la guerre. Alors ce que je veux c'est l'égalité des droits. Hein. Bien sûr, il sait qu'en fait il est dans une période entre 33 et 35 où il est en situation d'infériorité. Il faut rétablir le service militaire, etc. Donc et puis tourner entièrement l'économie vers la guerre. Donc les Français, les Anglais n'ont pas perçu, si vous voulez, au début à quel point Hitler était une menace. Ils ne l'avaient pas lu, non? Alors ils l'ont lu, mais là aussi ils l'ont pas toujours cru. Voilà. Et puis Hitler a fait des procès à l'éditeur qui a traduit en français et les versions parce qu'il voulait pas que les Français le lisent, et il a gagné d'ailleurs. Aux États-Unis, en Angleterre, Mein Kampf est traduit avec un tiers ou un quart, un tiers enlevé. Tout ce qui était qui annonçait la guerre future. Donc oui, il y a eu un mensonge de la part des Allemands et puis personne n'a voulu voir. Donc en gros, la course aux armements commence pour la France vraiment en 36 avec le Front populaire, en 36 pour l'Angleterre également. Et ça, oui, effectivement, c'est un legs de la crise. Et quand se termine réellement la crise amorcée par le krach de 29 ? Au fond, alors là aussi, les histoires nationales sont différentes. L'Angleterre, on pourrait dire qu'au milieu des années 30, elle a retrouvé son niveau de production d'avant-crise, mais globalement, c'est la guerre. La guerre, avec l'énorme croissance suscitée par la guerre aux États-Unis. Hein, là, vraiment, on sort des années sombres. Et pour la France, pour l'Europe, la reconstruction qui suit immédiatement. Là, on entre dans les 30 glorieuses. Mais l'époque a totalement changé. Vous voyez, le keynésianisme, l'interventionnisme, l'idée d'État-providence, qu'il faut soutenir la demande. Voilà, l'époque a complètement changé. On n'est plus du tout dans le même logiciel que dans celui du début des années 30. Selon vous, on ne reverra plus jamais de crise de 29 ? Oh là là, alors là, l'historien n'a pas de boule de cristal, il se gardera de faire des pronostics. Oui. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui... on a les moyens, en tout cas, de contrer les effets dévastateurs. En tout cas, on réagit. On réagit, parce que on sait que ne rien faire, comme on a fait au début des années 30, eh bien, ça entraîne le pire. Merci beaucoup Jean-Yves de Naour de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de la crise de 1929. Je rappelle la sortie de votre livre 1929-1935, la crise, aux éditions Perrin. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.